Aujourd'hui, l'écran s'impose. Eh bien, écrivons dans l'écran, creusons-le. Écrivons de telle sorte qu'il ne soit pas le support de représentation, mais plutôt l'atelier ou le laboratoire d'un réenchantement du quotidien, d'une fiction gratuite globale dont nous serions à la fois les artisans et les objets. Stephen Urani. Merci. Ce n'est pas d'un manifeste qu'il s'agit ici. Car la pratique qui nous occupe est toujours déjà prise dans un tissu, dans une communauté sans code défini, faite de partage, de croisement, d'écho, de relance. Ce pan exclut d'emblée les recensions, les entretiens, les lectures, les performances. Nous ne nous soucierons que de vidéos, écritures et plus particulièrement de celles qui se frottent aux citadins pour s'en faire témoins. C'est donc finalement d'un champ réduit mais qui nous semble appelé à grandir que nous nous occuperons ici. Pour tout dire, nous avons même laissé place au fantasme, d'autant plus grand que l'affaire est encore inaudible. Nous savons qu'il y a quelque chose à creuser dans le quotidien. Nous savons qu'il y a quelque chose à creuser dans le quotidien. Nous savons qu'il y a quelque chose à creuser dans le quotidien. Nous savons qu'il y a quelque chose à creuser dans le quotidien. Que le banal n'est tel qu'au regard de nos habitudes, de nos parcours balisés, de la somme considérable des clichés qui font nos chemins dans la ville et qui, pour paraphraser Proust, nous éloignent de notre propre vie. Ce n'est plus d'expérience intérieure qu'il s'agit dans cette écriture filmée, plus question de donner uniquement à lire ce que la ville nous fait, à grands coups d'émotion ou de concept. Il nous semble que se dégage du nombre de tentatives la volonté de donner à voir quelque chose qui n'est pas soi seulement, une ville qui n'est pas seulement le miroir de nos états d'âme. Il s'agit souvent d'en montrer des parts négligées, des points d'intensité, de dire pour pointer et cadrer littérairement dans le cadrage de l'image. Il s'agit de donner au visible une fonction de désubjectivation partielle de la parole, de faire de celle-ci un morceau de l'image de la même manière que l'image acquiert, ici, un statut littéraire. Il y a enjeu parce que nous cherchons à dire et montrer à la fois, dans un même mouvement. Pourtant, affirmer que le texte seul, le texte monomodal, est insuffisant, serait passer à côté du geste singulier qu'ici nous tentons. Ce serait sous-entendre quelque chose comme une pratique textuelle augmentée, alors même que c'est d'un pas de côté qu'il s'agit. De la même manière, affirmer que le texte se poursuit par la mise en image reviendrait alors à une sorte de mépris technophile. L'idée que le texte seul est désuet, qu'il est devenu inapte, insuffisant. En réalité, du texte, nous faisons à la fois grand cas et autre chose. Nous nous efforçons de lui imprimer des décalages, de le parer de résonances nouvelles, de l'amener sur un terrain si peu évident que nous tâtonnons encore. L'image comme une zone érogène que le texte seul saurait apaiser. Elle désire du texte. Pour les lecteurs que nous sommes, la considération d'une plage déserte ou d'un pan de mur éveille un besoin de nommer, c'est-à-dire attrapé par la langue pour mieux observer. En quoi est-ce encore de l'écriture si nous nous plaisons dans le titre à faire entendre le désir sexuel sous le désir textuel? C'est parce que l'image a comme une zone érogène que le texte seul saurait apaiser, est le désir du texte. Pour les lecteurs que nous sommes, la considération d'une plage déserte ou d'un pan de mur éveille un besoin de nommer, c'est-à-dire attrapé par la langue pour mieux observer. Nous cherchons l'éclat de langue qui pourrait saisir l'émotion propre à une vue pour mieux voir. Nous cherchons l'éclat de langue qui pourrait saisir l'émotion propre à une vue. Nous ne le trouvons pas car les mots seuls sont toujours des catégories
catégories, des généralités, des étiquettes. Alors s'avancent les outils narratifs ou poétiques. Le texte, pourtant, n'est pas allé se chercher des illustrations. Ce sont les vues citadines, nos images mentales, nos fantasmes qui ont appelé les mots, que nous disposions presque tous en poche d'un moyen d'enregistrement visuel, et que nous ayons par ailleurs, chacun à sa manière, le souci des lettres, a comme conditionné la rencontre des moyens, ce mur-là, cette nuance de lumière, cette nationale déserte où cette furie citadine se sont mis à désirer une complémentarité textuelle. L'enregistrement du ciel ou du terrain vague est donc déjà une part du processus d'écriture, par les jeux d'écho réciproques qu'entretiennent les mots, les images. Dans le travail du montage en particulier, le primat de l'un sur l'autre s'évanouit et leur présentation conjointe se cherche une légitimité. C'est en ce sens que la vidéo-écriture conquiert sa part de nécessité. Elle n'est pas illustration filmée d'un texte. Ce qui se met en image, ce n'est pas le texte, c'est son désir. On définit habituellement le désir comme une tendance, l'inclination vers un objet identifié comme manquant. Nous y voilà, dans l'expérience esthétique auquel le monde donne lieu. Il manque de la parole. Une parole qui pointe, qui cadre, qui circonscrit. Une parole qui fait apparaître les choses avec plus de force, plus de densité. Il y a écriture parce qu'il y a un agencement qui s'opère dans une tension et des dispositions mentales très similaires à celles de la rédaction traditionnelle. La littérature vidéo repose ainsi sur les mises en relation dans un effet irréductible au narratif et dans un pointage langagier du monde qui déborde la rationalité discursive. Il s'agit donc de représenter une parole ou des idées par un ensemble de signes visibles, conventionnels, les mots de l'écran, de signes audibles que la voix porte et des signes plus souples que sont les images. L'effort d'écriture consiste précisément dans cette tentative de faire tenir ensemble des éléments hétérogènes. Le passage par la langue n'est ainsi qu'un moment de l'écriture, c'est l'un de ses aspects, l'une de ses facettes. L'écriture elle-même, c'est la démarche d'inscription d'un ensemble dans une dynamique commune. Si l'écriture vidéo est littéraire, c'est parce qu'elle travaille la langue dans son support, à la manière dont le poète considère la disposition typographique de son texte. Ce qui est alors donné à voir, à lire et à entendre intègre le champ de la fiction. C'est un récit, c'est la mise en forme d'une expérience, c'est l'exploration composée d'un lieu ou d'une idée, c'est l'esthétisation d'une vue, l'accentuation d'un détail, la mise en mouvement ou le rapprochement de scènes quotidiennes, d'espaces disjoints, ou tout ce que l'on voudra encore, mais c'est toujours une entreprise fictionnelle. Il ne s'agit pas de la fiction d'élassement, l'illusion confortable à laquelle nous adhérons pour tuer le temps ou s'absorber dans un imaginaire improposé. Il ne s'agit pas non plus de fiction engagée avec une visée politique pour aller vite, qui se présente comme fausse tout en s'efforçant de modifier nos représentations. Il s'agit d'une fiction qui travaille l'existence, c'est-à-dire qui l'interroge, qui la tient à distance pour mieux l'observer. Celle-ci a quelque chose de gratuit, en cela qu'elle fouille la réalité sans prétendre s'y substituer, ni même l'exhumer. Cette typologie est sans doute discutable. Il y a de fortes porosités, mais la voici tout de même. Fiction d'élassement, fiction engagée, fiction gratuite. L'octorialité, désignant l'intensité avec laquelle l'auteur régule le texte. La désoctorialisation est donc ce processus par lequel l'auteur se défait
d'une part du contrôle dans l'élaboration. Elle consiste à déléguer consciemment une part de l'octorialité à une autre instance. Ce peut être le lecteur dans le cas d'espace blanc du texte, là où le récepteur doit compenser, participant ainsi activement à l'actualisation de l'œuvre, à son fonctionnement littéraire. Quelque chose de cet ordre se retrouve dans nombre de tentatives vidéo, mais en confiant d'abord une dimension octoriale au hasard. Le plan fixe, qui trouve ici ou là de petites animations par les passants, les voitures, le vent dans les arbres, etc., fait figure d'extériorité, d'une extériorité qui résiste à l'éventuelle musique, qui résiste au montage, qui résiste aussi à la parole. C'est la marque discrète du réel, dont le vidéaste, par définition, n'est pas l'auteur. L'écriture est dans le texte, dans le montage, elle est dans le cadrage aussi, mais le mouvement qui a lieu et qui fait événement, car c'est la vie même alors qui est captée, échappe par principe à l'octorialité du vidéaste. Disons plus, dans bien des cas, le vidéaste ignore l'exacte teneur de son plan. S'il filme la foule, par exemple, c'est là d'ailleurs une distinction forte entre l'écriture vidéo et le cinéma. Le vidéaste a davantage un pouvoir de cadrage que de composition, et si cette résistance du réel participe aussi de l'écriture, finalement, c'est parce qu'elle porte en elle les puissances multiples de l'implicite, parce que ce drapeau ou ce reflet là-bas peuvent être actualisés comme des éléments signifiants pour le spectateur lecteur de l'œuvre. Ce qui est un peu paradoxal et un peu fascinant, c'est que l'amateurisme renforce considérablement cet effet. Quel que soit l'investissement financier auquel nous avons consenti pour nos petites réalisations, ça tremble. En somme, le réel bouge le cadre. Ça passe comme si le figurant se rebiffait. Ça klaxonne, et alors la bande-son s'émancipe. L'image est mauvaise, ainsi l'enregistrement se monte comme tel. C'est-à-dire que nos limites techniques font la force de la pratique. Les correctifs que nous y apportons n'y peuvent rien. Le réel ne se dissout pas. Et la contingence travaille, le processus d'écriture. Voilà la fiction à laquelle nous avons affaire ici. Une fiction si gratuite, si pauvre dans ses recours, qu'elle se laisse déborder par la vie même, une fiction aux contours incertains, au sein de laquelle on distingue difficilement le littéral du symbolique, le monde actuel du monde possible, l'enregistrement de l'imagination, la pensée d'une expérience, de l'expérience de la pensée. Il y a brouillage entre le vrai et le faux. Nous passons sans dommage d'un vidéaste à un autre, parce que c'est du même projet qu'il s'agit finalement, faire apparaître en se déconstruisant. Ce qui importe, ce n'est plus que je sois et où je suis. Ce qui importe, c'est qu'il y ait des choses, des lieux, des événements que l'on peut éprouver pour peu qu'on les considère. Chacun alors prête un peu de son œil à un grand réseau d'observation centralisé par le site d'hébergement, et à la fin des fins, c'est YouTube qui regarde, c'est-à-dire personne en particulier. C'est alors un monde étrange qui se présente, sans assise, sans réel, sans rien de définitif, du moins. Le tissage d'une incalculable somme de perspectives qui seront autant d'interprétations du monde. Celui-ci alors, selon le mot de Nietzsche, sera bel et bien redevenu infini. Le monde, au contraire, dit Nietzsche, nous est redevenu infini une fois de plus, pour autant que nous ne saurions ignorer la possibilité qu'il renferme une infinité d'interprétations. Une fois encore, le grand frisson nous saisit. Mais qui donc aurait envie de diviniser, reprenant aussitôt cette ancienne habitude, ce monstre de monde inconnu? Le monde sera redevenu infini, car la totalité de ce qui existe sera augmentée de la totalité des fictions possibles. Et nous serons repris du grand frisson. Les mondes fragmentés et indénombrables qui nous traverseront nous auront sauvés de la machine de ses rêves mécaniques. Nous aurons doublé la marche du big data en nous faisant multiples par les identités diverses et fluctuantes qu'autorise la littérature. Je le répète, ce ne sera pas une stratégie de contournement. Nous serons convaincus de l'éclatement du sujet parce que nous aurons orchestré l'éclatement du monde. La machine prétend à l'exactitude, elle enregistre objectivement, elle calcule jusqu'à l'infime,
Elle décompose et recompose pour chasser l'incertitude, elle aligne les causes et les effets, mais elle n'aime pas la fiction car elle ne la comprend pas. Il nous faut donc la contraindre autant que possible dans ce sens. Nous avons commencé avec les ordinateurs et les caméras, écrivons donc aussi avec les horloges, avec les microscopes. Tant qu'ils serviront la fiction, les objets techniques ne feront pas main basse sur nos réalités. Aujourd'hui, l'écran s'impose, eh bien, écrivons dans l'écran, creusons-le. Écrivons de telle sorte qu'il ne soit pas le support de représentation, mais plutôt l'atelier ou le laboratoire d'un réenchantement du quotidien, d'une fiction gratuite globale dont nous serions à la fois les artisans et les objets.